on donne la parole à Nicolas Guibert et on change totalement de rayon, si je puis dire, puisqu'on va parler d'un problème de sténose des voies aériennes proximales qu'on va traiter par prothèse qui a été, si j'ai bien compris, réalisée à l'aide de conception assistée par ordinateur. Cher maître, chers collègues, merci de m'offrir la possibilité de présenter ce travail aujourd'hui. Donc c'est un travail que j'ai réalisé, je suis pneumologue à l'hôpital d'Arrée à Toulouse. Je vais vous parler de l'apport de la technologie 3D pour la prise en charge des pathologies des voies aériennes proximales. Alors quelques rappels très brefs, parce que j'ai peu de temps, sur les principales indications des stents des voies aériennes. La principale est l'obstruction maligne, avec ici l'exemple d'une obstruction, d'une compression extrinsèque par un carcinome épidermoïde de la bronche principale droite avant et après mise en place d'un stent. Excusez-moi. Les autres indications sont les sténoses trachéales bénignes, dès lors que la chirurgie est contre-indiquée, et après échec des dilatations en bronchoscopie rigide. Les complications des anastomoses chez les greffés, qui peuvent être de différents types, les complications fibreuses, comme c'est le cas sur cette image à gauche, les déhiscences, les sténoses malaciques, les granulomes. Pour ces différentes indications, on a un grand panel de stents qui peuvent être classés globalement en deux catégories, les stents en silicone et puis les stents métalliques auto-expansifs qui sont couverts ou non. Ces stents qui sont adaptés dans la majorité des cas, mais ils ont un certain nombre de limites. Ces limites sont liées au fait qu'ils ne sont pas personnalisés, qu'ils ne sont pas adaptés à l'anatomie du patient. Il va donc falloir choisir sur des données scanographiques préopératoires et endoscopiques péropératoires qui sont relativement approximatives, à la fois le modèle de prothèse. Il va falloir choisir les différentes dimensions, les diamètres, redécouper le stent sur ces données toujours approximatives. Parfois, on est obligé de créer un orifice sur des données endoscopiques qui ne sont pas tout à fait précises. Et puis un stent de trop petite taille ou qui n'est pas adapté lorsque l'anatomie est complexe peut migrer, comme c'est le cas sur l'image centrale d'un stent trachéal qui avait migré du fait d'un trop petit calibre probablement. Mais finalement, la situation la plus complexe, mais qui n'est pas fréquente, mais qui peut parfois être très gênante, est celle des sténoses d'anatomie complexe. C'est le cas de ce patient qui avait une sténose malacique de la basse trachée, due à une rupture d'un anneau cartilagineux, mais dont la trachée avait une forme très particulière. Et ce patient, on a dû l'appareiller avec 6 différents types de prothèses, qui étaient toutes très mal tolérées, avec une toux incoercible, des épisodes de migration. Sur cette image, on peut voir qu'il a développé un granulome à l'extrémité supérieure qui va lui-même devenir obstructif. Et donc, on s'est posé la question, c'est de ce patient que m'est venue l'idée, de savoir si on ne pouvait pas, à partir des données du scanner, créer des stents adaptés à l'anatomie du patient. Donc, la première étape a été de s'aider des nouveaux logiciels de technologie 3D pour planifier et peut-être raccourcir les procédures. Alors là, c'est le cas d'un premier travail qu'on a fait, où c'est encore une compression extrinsèque de la bronche principale droite par un cancer. Après reconstruction 3D des voies aériennes, on va segmenter la zone d'intérêt, lever de manière virtuelle la compression, et à partir de ce modèle corrigé, on va imprimer en 3D, on va pouvoir choisir un modèle de stent qui nous paraît le plus adapté, et surtout le redécouper de manière précise. Et on peut voir que le résultat est plutôt satisfaisant avec une prothèse qui est bien adaptée, bien congruente. Ici, c'est un autre exemple qui est tout à fait similaire, donc je ne vais pas intéresser. Je ne vais pas insister plus dessus. C'est principalement pour les atteintes de la bronche principale droite que ça semble intéressant, parce qu'il faut prendre en compte à la fois la longueur et le diamètre de la bronche principale droite, les troncs interlobaires, le lobe supérieur droit, le tronc intermédiaire. Et donc ça fait beaucoup de mesures qui sont parfois difficiles à prendre en compte. Ici l'exemple d'une sténose trachéale post-intubation qui était également d'anatomie assez particulière, qui n'était surtout pas franchissable par le vidéo-endoscope, et donc on s'est aidé d'un modèle imprimé en 3D pour mieux comprendre le mécanisme et l'extension et pouvoir choisir la prothèse la plus adaptée. Mais bon, l'idée de départ quand même, c'était vraiment de faire des stents sur mesure. Et la limite principale de ça, c'est que moi, mon idée première, c'était d'imprimer en 3D à partir des données du scanner. Malheureusement, on ne peut pas imprimer en 3D à l'heure actuelle en silicone. Et donc, on a dû un petit peu modifier la méthodologie et passer par une étape intermédiaire de moule. Et donc, la méthodologie est la suivante. Alors, je vais vous la décrire sur le premier patient que j'ai traité, qui est en fait notre mannequin d'entraînement à l'endoscopie. Donc, l'idée est de le passer au scanner. À partir de ces données scanner, on va reconstruire
les voies aériennes, créer une prothèse virtuelle, puis de cette prothèse virtuelle un moule virtuel. Ce moule virtuel, ces données vont être entrées dans une machine à commande numérique et on va fabriquer un moule sur mesure dans de l'erta acétal, qui est un matériau qui est agréé pour faire des moules. Et de ce moule, par trempage, excusez-moi, on va pouvoir fabriquer une prothèse en silicone sur mesure, adaptée à l'anatomie du patient. Voilà, donc ici c'est la prothèse qu'on insère de manière tout à fait conventionnelle par un bronchoscope rigide à l'aide d'un pouce-prothèse. Donc on a eu l'accord pour cette étude, pour ce premier essai de faisabilité qui s'adresse à 10 patients. Pour le moment, on s'adresse à des patients très sélectionnés qui ont une sténose qu'on juge d'anatomie très complexe, c'est-à-dire après échec des prothèses de série ou qui sont totalement inaccessibles à des prothèses de série du fait d'une anatomie complexe. Donc on a eu l'accord du CPP, on a eu l'accord de l'ANSM, le dispositif est enregistré maintenant comme dispositif médical à l'ANSM, et on a débuté les essais cliniques. C'est des résultats très préliminaires. Je vais insister sur le premier patient qu'on a traité parce que c'est celui pour lequel j'ai le plus de recul, qui est un cas assez parlant, il me semble. C'est un patient de 59 ans, transplanté du pulmonaire en janvier pour une BPCO au stade d'insuffisance respiratoire chronique, qui va rapidement développer une sténose très sévère du tronc intermédiaire. Cette sténose, elle va évoluer de manière défavorable, avec des pnéumopathies rétentionnelles de plus en plus sévères, malgré des épisodes de dilatation itérative, qui vont avoir une efficacité de plus en plus transitoire, avec une évolution défavorable vers ce qu'on appelle le vanishing bronchus intermedius syndrome, c'est-à-dire une véritable disparition de l'orifice du tronc intermédiaire. Et son anatomie, comme on va le voir sur cette vidéo, était tout à fait complexe et rendait... Donc, il avait également une petite zone de déhiscence ici, mais qui n'avait aucune traduction clinique. Donc on est dans la bronche principale droite, ici le lobe supérieur droit, et quand on passe dans le tronc intermédiaire, on voit qu'il y a une obstruction complète, avec une petite membrane qui s'est formée. Et l'anatomie très compliquée ici de la bronche principale droite, avec ces différents virages, rendait la mise en place d'un stent de série tout à fait illusoire. On a donc, à partir de son scanner, reconstruit, resegmenté les voies aériennes. Donc on voit ici qu'il y avait cette petite déhiscence qui finalement n'était pas le problème majeur, mais surtout l'obstruction complète de la bronche principale droite, du tronc intermédiaire, excusez-moi. Donc on a virtuellement occlu la déhiscence, réouvert le tronc intermédiaire, on l'a dilaté en se basant sur les plus grands diamètres qu'on avait pu obtenir lors des dilatations précédentes. On a pu donc concevoir une prothèse virtuelle, dont on a déduit un moule virtuel qu'on a fabriqué donc grâce à cette machine à commande numérique, et ensuite par trempage on peut fabriquer la prothèse en silicone. Donc après perforation de cette membrane par thermocoagulation, aspiration de sécrétions abondantes, purulentes et puis des dilatations itératives, on a pu mettre en place la prothèse qui, comme vous pouvez le voir, suit de manière assez précise l'anatomie des voies aériennes avec une bonne congruence, qui va suivre le trajet assez tortueux de la branche principale droite, couvrir la zone de déhiscence. On a une branche qui va dans le lobe supérieur droit ici, et puis la branche qui va permettre de couvrir la zone de sténose qui est à peu près à ce niveau-là. Et donc on espère avoir un résultat plus durable. L'intervention a maintenant 3 mois et le patient va très bien. On a ressenti un bénéfice immédiat à la fois au niveau spirométrique, au niveau de la qualité de vie, parce qu'on est suivi avec une spirométrie, on est suivi avec des questions de qualité de vie. Et on refait également un scanner 8 jours après. Et là, on peut voir le résultat du scanner à 8 jours. Donc ça, c'était la segmentation de ces voies aériennes avant. Ça, c'est son scanner AJ7 qui montre que la prothèse, effectivement, permet de couvrir la zone de déhiscence et surtout suit l'anatomie particulière de ce patient et permet de reventiler l'ensemble des voies aériennes. Quand on resegmente ces voies aériennes, on voit qu'on a réouvert l'ensemble de l'arbre bronchical droit, la Nelson, la pyramide basale et le lobe moyen. Et ce patient, maintenant, à 3 mois, va bien. La patiente numéro 2, je n'ai pas les images malheureusement, mais c'est un cas très similaire. C'est une jeune greffée sur une mucoviscidose qui avait une sténose tout à fait comparable, mais plutôt malacique du tronc intermédiaire. La prothèse a été mise en place hier, donc je n'ai pas encore les images. Ça s'est très bien passé, mais évidemment on a très peu de recul. Et je vous présente rapidement quelques patients qui ont été inclus, mais qui n'ont pas encore bénéficié de la mise en place. Ici, c'est un patient qui a une sténose assez complexe, post-trachéotomie, juste sous-glottique. Et le problème de ce patient, c'est qu'il a un diamètre qui est tout à fait différent au niveau sous-glottique et plus bas. Donc les prothèses de trop petit calibre migrent, comme ici, une prothèse qui a migré dans la branche principale droite. Il a eu 3 épisodes de migration avec des détresses respiratoires.
Et les prothèses de diamètre plus conséquent vont pour le coup être très mal tolérées sur le plan au niveau des cordes vocales. Donc on peut voir ici sur la reconstruction qu'effectivement l'anatomie est très particulière et on a donc fabriqué une prothèse après correction virtuelle sur mesure pour ce patient. La prothèse est fabriquée, il va avoir la mise en place la semaine prochaine. Ici c'est un autre patient, une indication tout à fait différente aussi, qui a une trachéobronchomalacie très étendue, très sévère, avec un collapsus complet à l'expiration et à la toux, avec des épisodes d'ictus laryngé. Et ce patient, on lui a de la même manière fabriqué une prothèse de très grand format, beaucoup plus fine que ce qu'on a pu faire pour les patients précédents. Excusez-moi. Parce que l'avantage, c'est qu'en fonction du nombre de couches qu'on fait, on peut avoir des épaisseurs tout à fait différentes, on maîtrise ça, et donc une force radiaire tout à fait variable. Je vais pas insister, c'est le patient précédent qui avait cette forme de trachée très particulière, voilà sa prothèse, il va être appareillé prochainement. Donc j'ai pas vraiment de conclusion parce que tout ça est très préliminaire, mais les perspectives, les retombées attendues, pour cette première étude c'est déjà la faisabilité, c'est-à-dire la tolérance, est-ce que cette prothèse va être tolérée. La faisabilité elle semble ouverte puisque ce cas était très complexe à mon sens et ça a bien marché. On va surveiller de manière très proche l'éventuelle apparition de granulomes, les épisodes de migration de concurrence que j'espère beaucoup moins fréquents. L'étape suivante sera d'élargir les indications à des sténoses beaucoup moins complexes. Et évidemment, l'étape suivante pourrait être de comparer de manière prospective ces prothèses aux prothèses de série. Et en parallèle de tout ça, on fait beaucoup de recherche et développement pour essayer évidemment d'éviter cette étape intermédiaire de moule et de pouvoir imprimer directement en 3D, en silicone. Et pour le moment, c'est pas très facile. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Sur ces résultats préliminaires et encourageants, est-ce qu'il y a des questions concernant les prothèses endotrachéales? Oui. Félicitations pour ce très beau travail. La réalisation d'un scanner, puis ensuite la segmentation, puis ensuite la création d'un moule. La réalisation de l'implant lui-même, ça consomme évidemment un peu de temps. Donc, vous pouvez nous donner un peu plus de renseignements sur ce temps. Puis, question. Dans la question, la segmentation, vous la faites comment? Vous la faites manuellement? Vous utilisez un procédé semi-automatique ou automatique? Alors, ça prend beaucoup de temps pour répondre à la première question, c'est vrai. On fait un scanner. C'est un travail que je fais en collaboration avec Benjamin Moreno, qui est une start-up à Toulouse qui s'appelle Anatomy Pandemic, à partir d'un logiciel qui s'appelle. C'est un logiciel de reconstruction 3D de segmentation qui est semi-automatique. C'est-à-dire la segmentation des voies aériennes telles quelles, c'est très rapide. Après, ce qu'il va falloir, c'est corriger virtuellement l'anomalie, et ça implique que je dois être présent avec lui pour créer la prothèse virtuelle. Donc c'est vrai que ça prend du temps. Ensuite, mais bon, comme je suis très impliqué dans ce projet, on essaye de faire ça très rapidement. Le moule, il est très motivé aussi, donc on le fait très rapidement, ça prend quelques heures de fabriquer le moule. Ensuite, par contre, on envoie à Paris une autre entreprise qui s'appelle Sebin qui va nous faire la prothèse. Ça ne prend pas tellement de temps non plus, puisque c'est une boîte qui a déjà tous les agréments pour le silicone médical. Et donc, finalement, ils font ça très rapidement. L'étape qui est finalement la plus longue, c'est la stérilisation, parce qu'on a voulu prendre le procédé de stérilisation le plus strict pour être sûr que notre dossier soit accepté à la NSM. Mais je pense qu'on pourrait se contenter d'une stérilisation plus légère. Et voilà. Mais effectivement, ça prend au moins, pour avoir la prothèse, globalement, il nous faut au moins 15 jours, 3 semaines. Donc c'est totalement inadapté au cas d'urgence. Très bien, merci. S'il y a d'autres questions, merci beaucoup, et puis on reviendrait sur les arrêts sans tête de classe.